Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, nous vivons dans un monde ultra connecté. Facebook, Snapchat, Instagram, liens, pages, groupes, événements, stories, tout y est. Demandez à n'importe qui de se passer des réseaux sociaux pendant plus de 48 heures et la plupart ressentiront les mêmes effets qu'un drogué sans son produit. Et encore 48 heures, je suis gentil. Tant de liens sociaux ont été créés depuis 10 ans. On peut se rapprocher des gens qui sont loin, on peut réseauter professionnellement et on peut sortir de la solitude lorsqu'on est isolé. On peut également se cultiver et accéder à une multitude d'informations en seulement quelques secondes. Que du bonheur, non? Les réseaux sociaux ont certes des avantages non négligeables. Pouvoir joindre n'importe qui en quelques secondes est certes une belle avancée, rejoindre des groupes de solidarité également. Ces nouveaux moyens de communiquer permettent de lancer des opérations de grande envergure, par exemple des manifestations, des pétitions, ou encore se faire connaître en tant qu'artiste ou professionnel. Pourtant, les réseaux sociaux sont à l'origine de nombreux maux sociétaux. Ceux qui connaissent pas Twitter, c'est que t'es vraiment resté dans une caverne pendant très longtemps. Un réseau social où tu peux mettre maintenant de la photo et de la vidéo. À l'époque, c'était que du texte. Ouais. 140 caractères, maintenant c'est passé à 280. C'est beaucoup des messages et des threads. Les threads ont explosé ces dernières années sur Twitter. Des suivis de conversation. Exactement, suite de conversation, des histoires où alors il t'arrive un truc aujourd'hui, tu racontes toute ton histoire, 280 caractères par 280 caractères, etc., etc. Beaucoup de journalistes sont dessus, beaucoup de politiciens, beaucoup d'artistes. Pour ma part, c'est ouf parce que j'ai vu des gens se faire lyncher pour des conneries. Des potes, mais vraiment c'est des potes qui partent en viral. Ils mettent un petit tweet, ah aujourd'hui j'ai fait ça, ils partent en retweet et ils se font insulter. Et parfois gratuitement. Et le New York Times qualifie Twitter de World's Most Damaging Social Network. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le réseau social qui crée le plus de dommages chez les gens. Donc qui les fait plus craquer, qui les met en dépression, qui pousse au suicide. Et tout. Amnesty International même dit que ils alertent Twitter par rapport au sexisme, le racisme, l'homophobie, qui sont vraiment endémiques. C'est-à-dire que quand on dit endémique, c'est quand tu vas sur Twitter. Si tu te dis je vais sur Twitter simplement, je vais follow des gens, je vais regarder, tu vas quoi qu'il arrive à un moment donné, en suivant les hashtags, en regardant ce qui se fait, tu vas te ramasser des choses horribles dans la gueule et de la haine. En fait, les Instagrammeurs vont dans des lieux touristiques, souvent qui sont des lieux un peu perdus, un peu secrets, un peu machin, et géolocalisent les lieux qu'ils visitent. Et en fait, ça entraîne le fait que beaucoup de gens veuillent faire les mêmes photos qu'eux, veuillent visiter les mêmes endroits qu'eux, et du coup se rendre dans ces endroits-là, créer une vague de tourisme de masse et détruire ces endroits. C'est hyper problématique parce que ça détruit la faune, ça détruit la flore, ça pollue les endroits. C'est problématique aussi parce que les voyageurs souvent sont pas respectueux, polluent les lieux, et ça c'est à mon sens un grand danger d'Instagram. Souvent avant, pour préparer mon voyage ou quand je voyageais, je voyais des lieux qui me semblaient merveilleux sur les vidéos, sur les photos. Je voyais des lieux avec des couleurs incroyables, des paysages incroyables, et quand je me rendais sur place, parce que moi aussi je me rendais sur place parfois, et j'étais ultra déçue parce que forcément les lieux n'étaient pas à la hauteur de ce que j'avais vu. Et je me suis rendu compte avec le temps, j'ai mis beaucoup plus de temps que la plupart des êtres humains de cette planète, je me suis rendu compte que les gens utilisaient quasiment tout le temps des filtres. Quand on utilise des filtres en permanence, et qu'après on se voit dans le miroir, forcément on n'est pas aussi belle que sur son filtre parce qu'évidemment on n'a pas tous des yeux gigantesques avec une bouche super belle, super bien dessinée, les pommettes remontées et tout maquillé et la peau ultra lissée sans aucune expression. Et donc je crois que ça crée des troubles au niveau de la confiance en soi, au niveau de son assurance. Et j'ai beaucoup de peine en fait pour la jeune génération qui n'a pas le recul nécessaire pour comprendre ça. Mais je me dis que si j'avais eu 12, 13, 14 ans, 10 ans, j'aurais pas ce recul nécessaire et j'aurais pu ne pas m'aimer, moi la Laetitia réelle, et plus aimer la Laetitia des réseaux sociaux qui est filtrée en permanence. C'est très problématique et j'ai très peur de ce que ça va donner en fait sur cette génération qui va grandir avec ça.
pronostiqueurs fake, des pseudo-traders, des comptes basés sur les vidéos ultra violentes et gore, des vendeurs de parfums de luxe entre guillemets, des vendeurs d'animaux sauvages, des faux concours pour gagner des comptes Netflix ou des iPhone 10, de la contrefaçon de marque, des arnaques en tout genre, des filles vendant des photos dénudées, des escort girls mineurs, des faux comptes de stars et même de la vente de cartes bleues ainsi que des faux papiers. Comme sur Twitter ou Facebook, des comptes soi-disant à but humoristique qui réuploadent des centaines de vidéos qui ont marché et qui les diffusent pour s'accaparer une audience. Puis essayent de faire fructifier tout ça avec des placements ou des pubs rémunérés. Contrairement à des créateurs sur YouTube par exemple, leur but est uniquement d'être populaire, d'être suivi, d'être un influenceur. Aucune interaction avec leur public, juste du profit. Une streameuse américaine, non seulement elle interdit ses streams aux pauvres, mais en plus elle les bannit. Et on sait qu'on peut trouver certaines stars du X jouer tranquillement à des jeux vidéo tout en parlant à l'aise de leur boulot. Manuel Ferrara est un des exemples les plus récents avec sa chaîne ouverte récemment et il fait même des duos avec Benzaï. Mais du coup ouais, les hormones des viewers travaillent pas mal sur la plateforme. Et certaines personnes vont en profiter. Alors déjà, il y a pas mal de streameuses qui vont être très tendancieuses. Caméra centrée sur les seins, Biggest D pour la plus grosse donation, je vous laisse comprendre pourquoi. Et cette fois-ci on va parler de la plus connue, Légendaire Léa, particulièrement connue pour ses bourdes. Oups, mon short est trop court, oups, mon décolleté se détache. Le swatting. Ah, le swatting, c'est limite une tradition sur Twitch. Pour les trois du fond qui ne connaissent pas la pratique, le but pour les internautes est de trouver l'adresse du streamer, se faire passer pour lui, dire qu'on a tué notre copine ou qu'on est un dangereux terroriste et raccrocher pour que la police débarque. Bon, le terme swatting est surtout correct aux États-Unis car c'est le SWAT qui se déplace dans ce genre d'affaires et les interventions sont assez musclées. On casse les vitres, on pointe les streamers avec des fusils d'assaut et on cherche de la drogue avec des chiens spécialisés dans le domaine. Le 17 juin dernier, plusieurs témoignages ont été publiés sur Twitter avec le hashtag balance ton TikToker. Dans ces témoignages, de jeunes utilisatrices et utilisateurs de TikTok, souvent mineurs, révélaient des situations de harcèlement, de chantage ou même des demandes de photos dénudées. Ils accusent parfois des TikTokers très influents et très suivis sur la plateforme. Que devons-nous refuser par-dessus tout, selon vous? C'est la dernière question. Je pense que ce qu'on doit refuser par-dessus tout, c'est le néolibéralisme imposé par la Silicon Valley en ce moment, qui est très très peu discuté. Les dérives ultra-capitalistes de la Silicon Valley se sont inspirées de l'objectivisme, une philosophie mise au point par Ayn Rand qui prône les vertus d'un égoïsme décomplexé. Throughout the United States, small pockets of intellectuals have become involved in a new and unusual philosophy which would seem to strike at the very roots of our society. The fountainhead of this philosophy is a novelist, Ayn Rand. And let me start by quoting from a review of this novel, Atlas Shrugged, that appeared in Newsweek. It said that you are out to destroy almost every edifice in the contemporary American way of life, our Judeo-Christian religion,
our modified government-regulated capitalism, our rule by the majority will. Other reviews have said that you scorn churches and the concept of God. Are these accurate criticisms? Yes, I agree with the facts, but not the estimates of this criticism. Namely, if I am challenging the base of all these institutions, I'm challenging the moral code of altruism. Si vous travaillez dans une grande entreprise et que votre avenir est décidé par une machine 2 échelons au-dessus de votre chef, comment vous le saurez? Et quel recours vous aurez face à ça? Le problème auquel on va se heurter avec les machines et leur formidable capacité de prédiction, c'est qu'on ne sait pas modéliser le comportement humain, et encore moins celui des sociétés. Donc on risque d'assister à de véritables drames dans les 3 ou 4 ans à venir si on confie à des machines des responsabilités qu'elles ne devraient pas avoir. Le plus rentable pour développer un produit, c'est d'accepter les retours et de l'améliorer au fur et à mesure des réclamations. C'est comme ça que les logiciels sont développés depuis le milieu des années 90 grâce à Internet. Un logiciel, c'est très bien pour gérer les mails, les tableurs ou les commandes d'Amazon. Mais ça l'est moins si ça décide de mettre votre mère au chômage. Ces dernières années, l'univers informatique a évolué de façon très pragmatique. On savait que les outils fonctionnaient parce que les gens s'en servaient. Mais jusqu'à présent, tout cela ne nuisait pas aux individus. Les entreprises high-tech ont effectivement tous les torts. Elles prétendent innover pour améliorer la vie des gens, mais ne s'estiment pas responsables des conséquences que ces technologies entraînent. Alors qu'en fait, elles savent très bien ce qu'elles font. Quand Uber fait tout pour mettre au point des voitures autonomes, l'entreprise sait qu'elle va détruire des millions d'emplois de chauffeurs. Mais elle sait aussi qu'elle va faire d'énormes bénéfices. Et c'est pour ça que les investisseurs misent massivement sur elle, parce qu'ils veulent toujours plus d'argent. Du lever au coucher, qu'on le veuille ou non, pour la plupart d'entre nous, les réseaux sociaux sont omniprésents. La majorité des 18 à 34 ans consultent leur réseau social favori dès le réveil. Et plus de 80% des adolescents les consultent avant de s'endormir. Et entre-temps, on consulte les réseaux sociaux non-stop. Tout au long de la journée, un utilisateur moyen passerait un peu plus de 2h19 sur les réseaux sociaux, la France se situant dans la moyenne basse, avec 1h23 de connexion par jour pour un utilisateur de Facebook, Twitter ou Snapchat moyen. Alors, tous accros aux réseaux sociaux? Il faut dire que tout est fait pour nous faire replonger. Entre les likes, les notifications, les retweets, mais aussi l'expérience utilisateur, le design des interfaces, les couleurs, les sons, etc. Tout est calculé par les ingénieurs de la Silicon Valley pour capter notre attention, rendre les plateformes addictives et faire que nous y passions le plus de temps possible. Rien n'est laissé au hasard dans le monde merveilleux des plateformes sociales.